Merci à nouveau d'être venu aujourd'hui pour qu'on vous présente un petit peu donc, cette étude avec pas mal d'éléments et qui a duré longtemps. Enfin, pour la petite histoire, moi, je suis vraiment arrivée au moment d'Ambas et après, j'en ai fait donc, ce projet de thèse qui tourne principalement autour de l'application du profil des capacités. Et c'est vraiment émergé de ce questionnement sur le terrain, en fait, où on essaie de tout mettre en place, de faire les choses correctement pour que les patients rentrent dans les soins. Et on se rend compte que même avec une forme de gratuité ou d'accompagnement renforcé, on perd énormément de gens très vite. Donc, essayez de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, rapidement, je vais vous présenter en fait le cadre conceptuel qui vient, moi, de la philosophie politique, donc mon autre vie, qui tourne autour de cette idée que la capacité de santé, donc qui est issue de la théorie des capacités d'Amartya Sen, mais vraiment adaptée au contexte santé, c'est la capacité à être et à rester en bonne santé tout au long de la vie. Donc évidemment, il y a plein de choses qui peuvent jouer sur la capacité des gens à être et à rester en bonne santé tout au long de la vie. Il va y avoir à la fois un ensemble de compétences individuelles. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler les capacités internes, donc ce qui est plus propre à l'individu, même si ça peut évidemment être influencé par le contexte. Par exemple, les connaissances de santé de l'individu, ses objectifs en matière de santé, la manière dont il prend des décisions par rapport à la santé. Est-ce qu'il est plutôt optimiste? Est-ce qu'il a des attentes plutôt positives en matière de santé? Donc, c'est plutôt au niveau individuel, mais aussi des situations et des conditions, donc ce qu'il y a dans l'environnement autour de l'individu, qui peuvent rendre possible une santé optimale. Donc, pour tout ce qui est de la théorisation, je vous renvoie vers les travaux de Jennifer Prahruger, qui a vraiment fait toute une partie théorique, mais pas application, du profil des capacités de santé. Donc, pour les situations et les conditions, on a 7 dimensions, les normes sociales, le réseau et les capitales sociales, les groupes d'appartenance. Ça, c'est vraiment un peu tous les gens qu'il y a autour de nous et ce qu'ils pensent. Forcément, ça nous influence et ça joue sur notre capacité à être en bonne santé. Les conditions matérielles, donc, pour une économiste, évidemment, c'est important. Les revenus matériels, l'habitat, les conditions de vie. Mais aussi, plus globalement, la sécurité politique, sociale et économique. On parle de la guerre en Ukraine. Forcément, en Ukraine, en ce moment, la capacité des individus à être en bonne santé, elle est très affectée par ce qui se passe géopolitiquement. L'accès et l'utilisation des services de santé. Donc, est-ce que c'est disponible? Est-ce qu'on arrive facilement à accéder aux services de santé? Et puis, la qualité des systèmes de santé. Quel est le type de service de santé qui est distribué et comment est-ce qu'on interagit avec les professionnels de santé? Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce cadre conceptuel, un peu comme une checklist qui nous rappelle l'ensemble des éléments qui peuvent jouer. Donc, on peut se mettre dans le cadre de l'hépatite B au Sénégal et se dire, OK, genre, où est-ce que les gens en sont? Où est-ce qu'on en est au Sénégal sur toutes ces dimensions? Donc, c'est exactement ce qu'on va essayer de faire. Donc, une étude mixte séquentielle avec, d'abord, on part du profil des capacités de santé, mais évidemment, il faut qu'on l'adapte au contexte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que c'est que les connaissances dans le contexte? Quelles vont être les connaissances importantes? Qu'est-ce que c'est que la prise de décision dans le contexte? Qu'est-ce que c'est que les services de santé dans le contexte? Donc, il y a vraiment ce travail où on va traduire le profil dans le contexte. Par exemple, c'est quoi des réseaux sociaux dans ce contexte? Quels sont les acteurs qui peuvent jouer sur les individus? Donc, c'est vraiment une première partie qui prend du temps et qui demande une étude approfondie et du cadre conceptuel et du contexte. Et ensuite, on peut du coup, une fois qu'on comprend un petit peu ce qu'on essaie de documenter, en faire un questionnaire. Donc, en fait, on a intégré dans l'enquête transversale Ambas un module dans lequel, malheureusement, on n'a pas pu documenter les 15 dimensions, mais on a documenté 8. Et là, l'intérêt, c'est que du coup, on a un échantillon représentatif. On a 720 adultes qui ont répondu à ce questionnaire. Et ensuite, on a complété ça par des entretiens individuels semi-directifs avec l'idée qu'en fait, on voulait un profil complet. En fait, on veut les 15 dimensions. On veut comprendre tout ce qui peut jouer. Et donc là, on a interrogé 40 personnes avec vraiment une checklist, donc un guide d'entretien qui à la fois permet le dialogue, mais en même temps fait en sorte d'avoir des éléments sur toutes les capacités de santé. C'est un peu le travail difficile à mettre en place sur le terrain. C'est laisser parler les gens, mais en même temps, on sait déjà qu'est-ce qu'on aimerait documenter, en tout cas, quelle dimension on aimerait documenter. Donc ça va vraiment été une partie plus d'études séquentielles explicatives. D'abord du quanti, ensuite du quali pour approfondir. Après, on a aussi complété ça avec des entretiens avec des professionnels de santé et l'enquête en structure de santé pour mesurer un petit peu entre guillemets, objectivement, qu'est-ce qu'il y a de disponible en centre de santé? Parce que même si les patients nous disent oui, on trouve qu'on est très bien soigné, si à côté, il manque une machine ou il manque du personnel formé,
c'est important aussi de regarder objectivement qu'est-ce qu'il y a de disponible et avoir le discours des soignants. Et donc là, on a analysé les données ensemble, à la fois le quanti, à la fois le quali et à la fois un peu ce qui était externe, plutôt auprès des soignants et des structures, dans ce qu'on appelle une étude concomitante convergente. Donc c'est vraiment étude mixte. Je vais vous présenter en fait comment est-ce qu'on fait pour intégrer toutes ces données. On a utilisé des scores et des niveaux de développement pour essayer de quantifier un petit peu où les gens en étaient dans toutes les dimensions. Et on a mis en place des diagrammes pour comprendre de manière un peu dynamique le vécu des gens. Donc, je vous présente les méthodes. Donc, les niveaux de développement, c'est vraiment cette idée que la capacité des gens se développe au cours de leur vie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi en dynamique ce qui se passe au cours de leur vie. C'est vraiment cette idée de développement humain où on est à un niveau de capacité ou de conditions à un moment de notre vie, mais plus tard, ça peut aller vers le haut, vers le bas, selon ce qui nous arrive, selon ce qu'on rencontre, selon ce qui arrive à notre pays, tout ça. Donc, l'idée, c'était d'avoir des scores et des niveaux de développement entre un niveau nul, enfin absent, pas développement du tout. Par exemple, j'ai jamais entendu parler de l'hépatite B, je sais pas ce que c'est, je connais pas ce mot, donc j'ai aucune connaissance sur ça. Et un niveau optimal. Alors, un niveau optimal, c'est pas j'ai fait une thèse de 1000 ans sur l'hépatite B, c'est je suis un patient expert. J'ai bien compris tous les enjeux, j'ai toutes les connaissances qu'il me faut pour être en bonne santé vis-à-vis de l'hépatite B. Et donc, on a vraiment fait tout un travail un peu d'exégèse où qu'est-ce que ça veut dire en fait ces niveaux-là pour chacune des capacités et chacun des niveaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Un niveau de sécurité politique, économique et sociale intermédiaire, dans le contexte du Sénégal. Donc, il y a vraiment eu un travail de qu'est-ce qu'on s'attend à mesurer? Quel serait un niveau optimal de sécurité politique, sociale et économique? Du travail bien payé, bien rémunéré, bien protégé pour tout le monde, une assurance santé qui fonctionne bien et qui couvre tout ce qui est hépatite B, et un système politique qui fonctionne bien. Alors, c'est vraiment normatif, mais en même temps, c'est possible. Si on veut que les choses fonctionnent, il faut arriver à ce niveau-là. Et donc, pour chaque individu, à partir à la fois du questionnaire quanti et des entretiens, on a attribué un score de 0 à 100 en utilisant donc ce tableau détaillé pour chaque capacité. Donc, pour chaque individu, on a 15 scores de 0 à 100 puisqu'on a les 15 dimensions. Et après, on a aussi combiné un indice, donc au niveau individuel, la moyenne des 15 capacités. Et au niveau des capacités, on a fait la moyenne des individus. À nouveau, je vous dirais, les scores, c'est pas ce qui nous intéresse en soi, c'est juste un outil pour prioritariser derrière. Donc, ça ne nous intéresse pas de dire, toi, tu as une capacité de 14. Super. Qu'est-ce qu'on en fait? Et ensuite, les diagrammes. Donc, les diagrammes, c'était vraiment l'idée de dire qu'il faut, pour bien comprendre ce qui se passe dans la vie des individus, il faut pouvoir placer les capacités dans leur niveau de développement, mais comprendre aussi les interactions entre capacités. Donc, un petit exemple. Ça, on l'a fait pour chacun des participants. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui nous dit « Ah, l'hépatite, oui, ça me dit un truc. Il me semble que ça s'est causé par un vent mystique. Et moi, par contre, j'ai aucune idée de si j'ai l'hépatite ou pas. » Alors que cette personne a fait le dépistage. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle nous dit. Bon, au niveau de connaissance, on est plutôt sur de l'élémentaire. On connaît le mot, ce qui est déjà pas mal. Mais après, en termes de connaissances scientifiques valides, on n'est pas tout à fait encore dans ce qu'il faut. Vrai. Et c'est une personne qui a fait le bilan, mais qui n'a pas fait de suivi du tout. Et qui ne compte pas en faire dans son discours en tout cas. Donc là, on se dit, ces connaissances pas très claires, ce statut qui n'est pas tout à fait assumé, a peut-être pu jouer sur une utilisation qui n'est pas tout à fait optimale. Ok ? Donc c'est vraiment cette idée de mettre en évidence des interactions entre capacités. Je reste économiste, on reste sur la causalité, même si bon, on s'en éloigne un peu. Donc, au niveau des résultats, on a fait des scores quantitatifs en population générale. Donc, on n'a que 8 dimensions. On a des niveaux plutôt basiques ou élémentaires. Donc, les connaissances sont très faibles. Il y a notamment beaucoup de gens, vous voyez à 0, qui n'ont jamais entendu parler de l'hépatite B. Donc, après, le détail des modes de transmission, de l'existence d'un vaccin, on n'en est pas du tout là. C'est vraiment le mot, ils ne le connaissent pas. Et au niveau de la sécurité économique et sociale, donc, est-ce qu'on dispose d'une assurance santé ? Est-ce qu'on a un travail régulier avec une forme de protection, de salariat ou de voilà. Donc là, à nouveau, c'est très bas. On a des niveaux plutôt intermédiaires pour les normes sociales, donc qu'on a mesurées par les normes décisionnelles, donc la capacité à participer aux décisions en matière de santé des individus. Donc on voit qu'il y a une grande diversité des profils. Enfin, il y a des gens qui ont plutôt une capacité assez forte, une capacité assez forte en termes de latitude décisionnelle, et d'autres plutôt faibles. Et pareil, sur les conditions matérielles, donc sur les niveaux de richesse, sur les revenus monétaires, sur l'habitat, la qualité de l'habitat,
sur la qualité de l'eau, on a aussi une grande diversité plutôt à un niveau de développement intermédiaire. Et dans les autres capacités de santé, on a des niveaux en fait avancés de développement. Donc l'état de santé perçu et mesuré même objectivement par les handicaps ou l'IMC sont plutôt élevés. Les croyances et les compétences en matière de santé sont plutôt avancées. Les individus se sentent compétents en matière de santé, ils se sentent de se prendre en charge. Il y a une motivation assez forte qui vient de l'individu interne en matière de santé. Et il y a une utilisation et un accès aux services de santé, en tout cas en routine, qui n'est pas trop mauvaise. Les individus ont l'impression qu'ils ont accès aux dispensaires. Quand ils ont un problème de santé, finalement, c'est accessible. Voilà, donc quand même, bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des choses positives sur lesquelles s'appuyer. Quand on regarde au niveau des individus, en fait, on va calculer leur score. Là aussi, on va voir en fait l'individu, son score, qu'est-ce qu'il reflète en moyenne. C'est toujours le problème des scores en moyenne, en termes de développement et de capacité. Donc on voit que pour ceux qui sont entrés dans les soins, on a un peu de tout, on a quand même des profils intermédiaires plus et 2 profils avancés. Donc c'est plutôt des capacités assez développées. Pour les participants VHB-, c'est parce qu'on s'est dit peut-être que finalement, les gens qui n'ont pas le virus de l'hépatite B, c'est les gens qui ont un profil plus élevé. Donc évidemment, on n'a pas fait un grand échantillon, on a quand même interrogé 5 pour regarder, et on se rend compte que non, pas vraiment en fait. En tout cas, chez ceux qu'on a interrogés, on n'a pas de profil avancé, on a 2 profils élémentaires et 3 intermédiaires. Donc il ne semblerait pas que ça joue ce niveau de capacité. On en discutera après, qu'est-ce que ça veut dire en fait. Et pour ceux qui ont l'hépatite B mais qu'on a perdu de vue, on voit plus de profils élémentaires et plus de profils intermédiaires. Mais globalement, en fait, on voit que le niveau moyen de capacité, il est quand même très loin d'un niveau optimal. C'est-à-dire qu'il y a des besoins dans pas mal de dimensions chez tous les individus, quel que soit leur statut VHB et leur entrée dans les soins. Juste pour vous donner un exemple, très rapidement, sur qu'est-ce qu'on fait en fait, c'est l'analyse détaillée pour les profils individuels. Là, je vous donne l'exemple d'une femme de 58 ans, numéro 1747. Donc c'est une personne qui trouve qu'elle a un bon état de santé quand on lui demande d'en juger avec la SF12. Elle est VHB+, nous on le sait parce qu'on a le résultat du dépistage, et le médecin a vu un œdème au moment de l'examination lors du bilan. Quand on lui demande en termes de connaissances, hépatite B, elle connaît pas le mot. Quand on lui parle des gros ventres, donc des cirrhoses, elle dit « Ah oui, c'est causé par les parasites ». Donc un niveau de connaissance qui est vraiment très faible. Et des attentes qui sont aussi très négatives. C'est-à-dire les gens qui ont le gros ventre, donc qui ont cette cirrhose-là, de toute manière, ils sont condamnés à mourir. L'hôpital ne peut rien faire. C'est une personne qui a ni travail ni assurance santé. C'est une veuve qui s'occupe seule de ses enfants, et ses enfants refusent qu'elle aille à Dakar pour faire son suivi. Ce qui fait en fait que elle n'a pas vraiment pris de décision. Elle a dit oui, on m'a parlé d'aller à Dakar, mes enfants veulent pas. Bon, voilà, la décision, elle est en stand-by. Il n'y a pas eu de décision, en tout cas explicite dans l'entretien, comme quoi je vais pas y aller. Mais bon, le fait est que ça fait 2 ans et qu'elle n'y est toujours pas allée. Et ce capital social assez faible fait que la personne se sent assez peu en maîtrise de ce qu'elle peut faire autour d'elle et qu'elle a assez peu d'aide. Donc ses enfants sont plus à la charge que aidants. Que les objectifs de santé sont assez secondaires parce qu'il faut d'abord nourrir ses enfants, s'occuper de tout ça et gérer tout le ménage. Même si voilà, la santé c'est important, mais c'est pas toujours la priorité. Autour d'elle, il y a aussi des normes sociales qui sont plutôt à un niveau élémentaire, c'est-à-dire que les décisions sont très collégiales et qu'en plus autour d'elle, on utilise très peu les services de santé et que les voisins sont très très méfiants vis-à-vis des prélèvements sanguins. Or, le suivi de l'hépatite B nécessite des prélèvements sanguins. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas suivie et pour elle, le manque d'argent, c'est perçu comme un obstacle. Donc là, on voit bien que ça peut être lié à plein de choses. Ça peut être le fait que elle se sent en bonne santé, donc pourquoi être suivie. Les voisins aiment pas trop les prélèvements sanguins, donc c'est pas forcément très bien vu d'aller donner son sang, etc., etc. Il y a quand même des choses un peu positives, enfin des niveaux qui sont plus développés. Donc l'hôpital, il y a une certaine méfiance, mais on reconnaît qu'il fait des choses très bien en matière de santé infantile. Dans le discours de la participante. Donc elle a pas de travail, mais en fait, nous, dans la mesure qu'on fait des ressources du ménage, on se rend compte qu'il y a quand même des ressources monétaires qui sont, pour la zone, pour le contexte, pas négligeables, qui permettraient en fait de couvrir la prise en charge. Sauf que, pas de flèche verte, ça n'entre pas en jeu. Et c'est là. Une forte motivation à accomplir des résultats de santé pour elle-même, mais une influence des proches très forte aussi. C'est-à-dire qu'elle prend pas les décisions que par elle. Elle se dit c'est important la santé, mais
il n'y a pas que moi qui décide. Et la motivation, elle vient aussi des autres. Or, les autres, on l'a vu, ne sont pas forcément favorables à cette prise en charge. Et une bonne compétence perçue, cela dit. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de dire comment est-ce qu'on utilise le diagramme pour essayer de faire sens du vécu des gens et de ce qu'ils nous racontent. Donc un niveau élémentaire 2 au final. J'essaie d'accélérer un petit peu. Donc là, c'était vraiment au niveau individuel, de regarder un peu les scores. Maintenant, on peut regarder aussi au niveau des capacités. Donc, par exemple, la connaissance chez tous les gens qu'on a interrogés et qu'on a étudiés. Donc on voit, donc là, c'est les 15 capacités et les niveaux. Alors, on a fait des moyennes, sauf que dans les entretiens qualitatifs, en fait, on a fait un échantillon raisonné. On a cherché à aller voir des gens qui étaient entrés dans les soins, des gens qui n'étaient pas dans les soins, des gens qui avaient plutôt un niveau de connaissance élevé, pas élevé. Donc, encore une fois, cette moyenne a pas trop de sens en soi. Ça permet juste de voir que, en gros, il n'y a pas de niveau avancé, il n'y a pas de niveau optimaux. Donc, il y a vraiment des besoins un peu partout dans toutes les capacités. Et il y a quand même des endroits où il y a des vulnérabilités plus fortes. Au niveau des connaissances, des groupes d'influence ou de la sécurité socio-économique, c'est en orange, donc c'est des niveaux plus bas en moyenne chez ces gens-là. Et alors en jaune foncé, donc là je vous demande d'utiliser vos petits yeux, vos jaunes clairs, pardon, c'est là où il y a peut-être moins en moyenne de besoins, les compétences et les croyances, la prise de décision, les normes sociales et l'accès aux services de santé. On retombe un peu sur nos pattes par rapport à ce qu'on trouvait en quanti, c'est pas très étonnant. Ok, et après pour chaque capacité, on n'a pas juste calculé un score, encore une fois, le score sert juste à dire où sont les besoins les plus importants, où sont les besoins les moins importants, mais en soi, le score en lui-même, entre guillemets, on s'en fiche. Voilà. Et par contre, ce qu'on a essayé de faire, c'est pour chaque capacité, on a fait une analyse détaillée. Donc, c'est un peu ce que je vous ai expliqué. D'abord, on a contextualisé les capacités à gauche. Donc, qu'est-ce que c'est les connaissances en matière de VHB qui comptent dans le contexte? C'est connaître les modes de transmission du VHB, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a le VHB, c'est savoir qu'il y a une vaccination qui marche et qui est efficace, savoir qu'il y a un dépistage, savoir qu'il y a un traitement et à quoi il sert le traitement. C'est pas non plus utiliser une thèse, mais c'est tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir gérer sa santé. Connaître aussi les facteurs de risque du VHB et les habitudes de santé à privilégier pour éviter des complications. Et enfin, savoir où trouver des bonnes sources de connaissances. Donc, on voit que dans tous les discours qu'on a, et même au niveau, là, on se nourrit aussi de ce qui a été dit après avec les soignants et de ce que nous, on a vu en structure de santé, pour voir un peu qu'est-ce qui fonctionne en termes de connaissances. Qu'est-ce qu'on a de positif dans tout ce qu'on voit. Donc, on voit que les gens qui arrivent à bien comprendre leur maladie, ils l'utilisent en comparaison avec le VIH-Sida, cette espèce de maladie un peu invisible, dormante du sang, que du coup, ils arrivent bien à décrire les implications de l'hépatite B et ce que peut être l'hépatite B pour eux. On voit que la maladie, elle est connue en termes de gros ventre. Et que beaucoup de gens connaissent des personnes qui en sont décédées. Donc, ils comprennent que c'est important, ils comprennent que c'est grave. En parallèle, on identifie aussi plutôt des vulnérabilités ou des faiblesses. Donc, il y a vraiment un déni ou une faible conscience de son propre statut. Nous, c'est quand même tous des gens qui ont participé à l'enquête en base, donc qui ont été dépistés. Ils n'ont pas été dépistés il y a 10 ans. Ils ont été dépistés il y a 1 an et demi au plus tard. Mais malgré tout, ça ressortait très peu dans les entretiens. Il y a beaucoup de gens qui disaient « je sais pas, on m'a dit quelque chose, j'ai pas compris, j'ai oublié ». Ou des gens qui avaient une histoire très élaborée pour expliquer pourquoi ils n'avaient pas l'hépatite B alors qu'on leur avait dit qu'ils avaient l'hépatite B. Je donnerai un exemple tout à l'heure. En fait, le mot hépatite B est pas du tout connu. Même si on a fait l'étude, même si on a fait du counseling, où on leur a dit 3, 4, 10 fois, ça imprime pas du tout. En partie parce que c'est un mot français et quand c'est rare, il n'y a pas d'équivalent. Donc il n'y a pas de mot pour eux, en fait. Et alors, il y a des confusions assez fortes, y compris sur les modes de transmission. Je vous passe les exemples. Et au niveau des sources d'information, l'information sur l'hépatite B passe beaucoup par les rumeurs des anciens et les publicités à la radio qui sont beaucoup investies par les tradipraticiens, qui disent « nous, on peut guérir les gros ventres, venez nous voir, ça marche très bien ». Donc les connaissances, pareil, un niveau de score, mais encore une fois, le score n'a pas de sens en soi, c'est juste un outil. Juste 5 résultats clés, parce que là, je vous montre qu'un exemple, mais évidemment, j'ai fait pour les 15, donc on a beaucoup d'infos. Donc, un premier résultat clé, c'est que, on l'a dit, les gens qui n'ont pas l'hépatite B, en fait, c'est pas forcément qu'ils ont un niveau de capacité plus élevé. C'est pas vraiment lié à leur comportement ou à leurs caractéristiques. On voit vraiment que c'est une maladie infectieuse endémique qui touche tout le monde, même chez les gens qui ont des bonnes connaissances, même chez les gens qui ont des mauvaises connaissances. C'est pas ça qui va jouer vraiment sur le statut. On voit que des bonnes conditions de vie et des bonnes connaissances sur le VHB ne suffisent pas à prédire l'entrée dans les soins. Avec notamment plusieurs cas de déni chez des personnes dans des ménages plutôt aisés,
qui connaissent bien l'hépatite B, qui savent bien ce que c'est, mais qui expliquent qu'en fait, pas du tout. On m'a dit que j'avais l'hépatite B, mais c'est parce que moi, je suis de résus B dans mon sang. Et donc, dans le laboratoire, ils ont dû se tromper, ils ont dû voir B. Du coup, ils me disent que j'ai l'hépatite B, alors qu'en fait, non. Donc, c'est pour vous dire, c'est un discours qui est quand même très construit, très élaboré. C'est pas juste, non, on m'a dit ça, mais j'y crois pas. C'est vraiment, je me raconte une histoire pour expliquer pourquoi je n'ai pas l'hépatite B. Pareil, en fait, le soleil, le jour où j'ai fait le test, le soleil était très, très chaud. Et j'ai vu d'ailleurs que le sang avait séché très vite. Et donc, du coup, quand on m'a donné le résultat, je savais qu'en fait, c'était pas vraiment le résultat, c'était le soleil qui avait affecté le sang. Et donc, le résultat. Que des faibles connaissances sur le VHB en miroir sont pas vraiment un obstacle, en fait. Il y a des gens qui ont des connaissances très faibles quand on les mesure et qui rentrent dans les soins. Par contre, quand il y a des croyances ou des pratiques de médecine traditionnelle, quand la tante, elle est tradipraticienne, quand on croit très fort que les guérisseurs réussissent à guérir les gros ventres, là, c'est un obstacle important. Et en revanche, chez les gens qui n'ont pas une très bonne connaissance du VHB, le fait d'avoir vu quelqu'un mourir de quelque chose dont on accepte que c'est l'hépatite B, là, c'est une motivation très forte à pas soit en mourir ou à pas laisser ses proches en mourir. On voit des capacités moins développées chez les femmes, les jeunes et les personnes qui n'ont pas été à l'école. Donc avec des vulnérabilités notamment dans la compétence perçue, l'autogouvernance et l'attitude décisionnelle. Et on voit quelque chose qui est très important et qui est un peu parfois évacué, nous, dans nos études plus interventionnelles de santé publique, c'est qu'en fait, l'insécurité économique et sociale est un frein majeur à l'entrée et à la rétention dans les soins. On a vraiment des profils très positifs, très avancés de personnes qui sont très investies dans leur suivi, qui sont allées 3 fois aux visites, ce qui arrive quasiment jamais, mais grossesse, donc j'arrête de travailler, donc j'ai plus de revenus, donc je rate ma visite, donc j'arrête mon suivi. Ou mais je suis chef de famille, il fallait que j'investisse dans le business de mon oncle, donc j'ai pas fait ma visite, donc j'arrête le suivi. Donc, juste pour rapidement, quelques limites. C'est que pour appliquer ce profil, il faut une connaissance préalable et approfondie du cadrage théorique et de la positionnalité, donc ça demande du temps. Que après, ça demande aussi du temps, parce qu'une fois qu'on a réussi à comprendre le cadrage, à l'adapter et à collecter les données, il faut les intégrer. Et là aussi, c'est compliqué, même si les outils développés, les scores et les diagrammes aident quand même pas mal. Mais ça fait énormément de données. Enfin, le résultat, je ne sais pas comment en faire un article pour l'instant. Donc, c'est des résultats qui sont ni véritablement quantitatifs, ni qualitatifs. Donc ça, je le sais. C'est vraiment des résultats mixtes et qui doivent être interprétés comme tels. Donc, les scores, encore une fois, c'est qu'un outil pour classer les vulnérabilités. C'est pas un résultat en soi. Et évidemment, les analyses détaillées, c'est pas non plus une ethnographie. On essaie de rendre compte du vécu des individus, mais on plaque quand même quelque chose d'assez artificiel. Donc, c'est une limite. Mais l'approche, il me semble, est quand même prometteuse. Avec une triple ambition, une ambition descriptive, donc c'est vraiment donner la place au vécu de l'individu, essayer de mettre en relation toutes les dimensions de sa vie. Et une exhaustivité, donc les 15 dimensions, données subjectives et objectives. Est-ce que vous vous sentez malade? Et moi, j'ai le résultat en fait de votre test. Les forces et les faiblesses, même dans des capacités peu développées. Il y a des connaissances qui marchent, il y a des bonnes connaissances, il y a des choses positives. Il faut qu'on le documente. Et on veut à la fois quantifier, donc mesurer un peu les gaps, à quel point on est loin d'un niveau optimal, mais aussi regarder le contenu. Donc il y a une ambition explicative, donc au niveau individuel, c'est d'essayer de comprendre un peu les interactions entre capacités, voir où sont les leviers, est-ce qu'il y a une accumulation de choses qui font que, au final, on ne rentre pas dans les soins. Et au niveau des politiques publiques, qu'est-ce qui peut être un facteur d'échec ou de réussite, par exemple, nous, de notre projet? Une dimension normative, donc je le disais, ça vient de la philosophie politique. Il y a vraiment une dimension de justice sociale avec un critère d'inégalité de déficit, donc shortfall inequality, avec l'idée, c'est pour ça qu'on fait les scores, c'est parce qu'on veut identifier ce qui est le plus loin du niveau optimal, et chez les gens, quels sont les gens qui ont les niveaux les plus bas en fait, et chez les capacités, quelles sont les capacités qui ont un niveau le plus bas, parce que c'est ce qu'il faudrait prioritariser. Mais on reste pragmatique et réaliste, c'est-à-dire amener les connaissances à un niveau optimal d'aujourd'hui à demain, c'est peut-être pas possible tout de suite. Donc, il y a vraiment cette orientation transformative de si on arrive par exemple à améliorer l'accès, même un peu plus, même si c'est déjà développé, finalement, c'est aussi important. En conclusion générale, tout ça, est-ce que ça peut nous dire un peu comment atteindre l'objectif d'élimination du VHB en 2030, qui était un peu notre point de départ? Donc évidemment, ce que nous on voit, c'est que la prise en charge, il faut qu'elle soit décentralisée.
puisque au dispensaire qui était juste à côté, le bilan, ça a bien fonctionné. Simplifié. Donc les examens à répétition compliqués, chers, ça marche pas, en tout cas nous dans le contexte. Et gratuit. Donc même si avec un accompagnement gratuit, on n'a pas une entrée dans les soins optimale, dès que c'est payant, c'est encore pire. Et donc il faut élaborer un modèle de soins qui soit adapté au contexte, de type par exemple test and treat. Et il faut notamment penser le suivi des patients qui ne sont pas éligibles au traitement, parce que leur expliquer qu'ils ont un virus, mais qu'ils n'ont pas besoin de traitement, mais qu'il faut qu'ils reviennent, et qu'il faut qu'ils donnent leur sang, et qu'il faut qu'ils payent tous les 6 mois toute leur vie, aujourd'hui, en tout cas dans le contexte, ça ne marche pas. Qu'il faut une sensibilisation et un accompagnement communautaire, avec probablement des discours à adapter. Donc focaliser sur le mot hépatite B, c'est peut-être pas ce qui marche le mieux, en tout cas nous, ça n'a pas vraiment marché. Est-ce qu'il faut plutôt référer au gros ventre? Est-ce qu'il faut plutôt essayer de parler le discours qui est compris et qui est perçu? Probablement. Associer d'autres acteurs, et notamment des acteurs un peu concurrents de la prise en charge, et ou investir leurs canaux, c'est-à-dire investir les affiches, les réseaux sociaux, les WhatsApp, les radios, où ils transmettent leurs messages. Mais important, parce qu'on l'oublie parfois un petit peu en santé publique, il faut quand même se saisir de cette question. C'est-à-dire, tant qu'il y aura une insécurité économique et une absence de protection sociale, on ne pourra pas envisager un développement optimal des capacités. Voilà, je remercie tous les co-auteurs, les équipes terrain, il y avait beaucoup de monde pour en basse, des gens qui nous donnaient de l'argent, et les institutionnels.